Alors, un peu de rhum. Voilà. Sucre. Bon. Voilà. Ah, clic, clac. C'est pas vrai. Rodolphe! 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 Oh, quoi? Oh, Kevin, c'est où? T'as fini le stock de glaçons? Pas du tout. T'as fini le stock de glaçons? Non, pas fini ça. Rodolphe! Oh, ça va, oh, c'est bon, 2-3 glaçons, détends-toi, je vais en refaire, c'est pas long, ça. Rodolphe, on est au Café de la Page. C'est le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays les et gars, de toutes les époques. Les gars, c'est moi qui ai fini le stock de glaçons. Quoi? C'est toi? Oui, c'est moi qui ai fini le stock de glaçons. Pourquoi t'as fait ça, Syrah? À la table des écrivains voyageurs, aujourd'hui, on reçoit des voyageurs issus de pays tropicaux. Ils ont affronté le soleil, le sable, le désert. En arrivant ici, tu vois, ils ont quand même le droit de se rafraîchir un peu. Non, Syrah, tu sais ce que j'en pense, moi, de toutes tes initiatives? non mais j'imagine. Eh ben, je pense que t'as très bien fait. Bon, Rodolphe, tous tes glaçons, tu vas les donner à Syrah. Et tu vois, Rodolphe, il y a des moments, je te dis qu'il faut que tu sois plus sur le coup. Tu devrais prendre exemple sur Syrah. Bon, je vous laisse gérer vos tables, les enfants. J'ai rendez-vous avec un fournisseur. Il lui arrive quoi, lui? En tout cas, je sais pas, mais c'est vachement détendu entre vous récemment. Ouais, avec lui, oui, mais moi, ce que je crains là, c'est l'émission. Les pays tropicaux? Mais attends, c'est génial, tu vas arriver comme une folle avec ça. Ouais, mais tu sais, normalement, moi, je devais pas taffer au Café de la Page cet été. Ah, histoire avec ton mec, là, tu m'avais dit. Non, mais c'était bien plus que ça, Rodolphe. Tu sais, je rêve de voyager, mais j'en ai jamais les moyens. Alors imagine, il y a ce mec-là, Raffaello. Il débarque dans ma vie, et écoute bien. Pour fêter nos 3 ans de relation, il me propose de faire un grand voyage au soleil pendant 6 mois, tout frais payé. Moi, je veux pas faire genre la fille intéressée, mais je dis pas non. Et bon, à la veille du départ, il annule tout, sous prétexte qu'il sait pas trop, en fait. Sa relation avec moi, il est pas sûr, je ne suis pas stable, et patati, et patata. Et bref, il me largue gentiment. Et il part sans moi au soleil. Tranquille le chat. Ah ouais, je comprends. Mais bon, voilà, t'es là, ça va mieux, non? Oui, mais normalement, travailler ici, ça m'empêche de penser à tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas gagné. Radio Libertaire et l'Escalier Volant vous présentent au Café de la Page la table des écrivains voyageurs. C'est un feuilleton réalisé par Romain K, avec à la technique Vincent Caponi, un habillage sonore de Vincent Caponi, et dans le rôle de Syrah et Kevin, Amélie Keriaco et Romain K. The man killed the line between punishment and crime. Aujourd'hui, épisode 5, par le soleil et le sable. All music turned to a fashion show. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, nous sommes au Café de la Page et moi je suis Syrah, la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue à la dernière émission de cet été et je vais vous présenter les comédiens. Des stages de pornographie. muette, en fait. Ah, trompette muette. Oui, c'est-à-dire je joue, mais des oreilles. Aujourd'hui nous avons tout d'abord un grand habitué. Il n'a pas raté une seule émission depuis l'été, il nous colle là. Il a été invité par Alain Bombard, Jacques Kerouac, Michel de Montaigne, Paul-Émile Victor. Voici le redoutable Vincent Caponi. Miss Coucoulou, je t'aime, je fais plein de choses. Ok, salut, merci Vincent. Nous avons aussi le fondateur d'Au Café de la Page, notre bourreau. Il a été habité par Voltaire, Guy de Maupassant, Herman Melville, Tristan Corbière. Voici Romain K. Enfin. C'est la dernière de l'été, c'est ça? C'est ça. Ah ouf. Il en peut plus le pauvre. Merci. Mais je suis content d'être avec vous quand même. Ok, ouais, c'est ce Je qu'on parlais aux auditeurs. Et donc aujourd'hui, nous avons une invitée au doux nom de Caroline Mangin, qui est à la fois comédienne, clown et conteuse. Donc c'est un plaisir de la recevoir parmi nous aujourd'hui. Ouais. Caroline Mangin. Mais c'est un grand plaisir pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Mais oui. Je sais pas quoi dire de plus d'ailleurs. Tu n'as rien à dire. Mais c'est vrai, en fait, j'ai pas jamais grand Attendez, chose à les dire, gars. excuse-moi. Petit moment de concentration. Je vais vous demander de tous aller au fond de la salle. Voilà. Mm. Bien Ok. carré. Contre le mur rouge. On y va. C'est parti. Êtes-vous prêts
à devenir des réceptacles pour les auteurs. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs les auditeurs, soyez les bienvenus au Café de la Page. Ici, nous avons une tradition, nous tournons fréquemment la page. Au Café de la Page, c'est pas un bar comme les autres. Il est hanté par des esprits, mais pas n'importe quels esprits. Ce sont des esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et aujourd'hui, nous allons recevoir précisément ceux que j'ai pas envie de recevoir. Des voyageurs des pays chauds. Ah, en voilà un. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que lorsqu'un auteur entre au Café de la Page, il y a son nom, son âge et les circonstances de son arrivée qui s'affichent sur mon registre. Donc lui, il vient de 1998. Il s'appelle Ryszard Kapuscinski. Il a 56 ans, c'est un Polonais. Il a déjà effectué plusieurs reportages dans différents pays d'Afrique. Formidable. Il va venir parler de tous ces endroits dont j'ai vraiment pas envie qu'on me parle. Ah oui, si vous vous demandez comment l'esprit de Ryszard Kapuscinski peut se trouver ici, je vous explique. En 1998, son avion vient juste d'atterrir au Congo. Dans l'aéroport, attendant ses valises, il s'assoit sur un siège, il s'assoupit, son esprit s'échappe de son corps et vient habiter ce corps ici présent. Et en plus, il vient juste de débarquer. Il va me raconter toutes ses impressions. Ça va me déprimer autant que regarder les photos de vacances des autres. Installez-vous, monsieur Kapuscinski, j'arrive. La lumière. De la lumière partout. Et voilà, j'aurais parié. Intense, vive. Du soleil partout. Hier encore, Londres, dégoulinant sous une pluie d'automne. Un vent froid et les ténèbres. Pitié, j'ai pas envie d'entendre ça. Nous baignons tous dans le soleil. C'est super, génial. Vous avez une chance incroyable, j'ai envie de vous le dire. Mais moi, je veux juste savoir en fait ce que vous voulez boire. Un ébène. Ok, un ébène, ça marche. Je vais vous préparer ça. Et voilà, je lui tourne le dos, comme ça il sera pas tenté de me raconter son histoire. Autrefois, lorsque les gens traversaient le monde à pied, à cheval ou en bateau, ils avaient le temps de s'accoutumer au changement. Ok, ma technique sert à rien du tout. Les images de la Terre défilaient sous leurs yeux lentement. Le film du monde tournait tout doucement. Comme leur voyage durait des semaines, ils se familiarisaient progressivement aux paysages nouveaux. Avant d'atteindre la fournaise équatoriale, le voyageur venu de la froide Europe avait déjà traversé la douceur de Las Palmas, la canicule d'El Mahari et l'enfer du Cap-Vert. Que reste-t-il aujourd'hui de cette gradation ? Rien. L'avion nous arrache violemment de la neige et du gel pour nous plonger le jour même dans le gouffre des flammes tropicales. Écoutez-le, il se plaint en plus. Nous avons à peine le temps de nous retourner que nous nous retrouvons au cœur d'un brasier humide. Si nous quittons l'Europe en hiver, nous jetons manteau et pull. Voilà le geste initiatique que nous, les gens du Nord, exécutons en débarquant en Afrique. Cette même odeur embaumait la boutique de Monsieur Kanzmann. Rue Pérec, à Pinsk. Amandes, clous de girofle, dattes, cacao, vanille, feuilles de laurier, orange, banane à l'unité, cardamome, safran au pois. Le parfum des tropiques est pourtant différent. Nous ressentons d'emblée son poids, sa viscosité. Il nous signale immédiatement que nous nous trouvons dans un endroit du globe où la vie biologique, luxuriante et inlassable, travaille sans relâche, engendre, croît et fleurit tout en se désagrégeant, en se vermoulant, en se pourrissant et en dégénérant. C'est l'odeur d'un corps chauffé, du poisson qui sèche, de la viande qui se décompose, des fleurs fraîches et des algues fermentées, bref de tout ce qui plaît et irrite en même temps, attire et repousse. Cette odeur nous poursuit, s'exhalant des palmeraies environnantes, de la terre brûlante, s'élevant au-dessus des caniveaux putrides de la ville. Elle ne nous lâche plus. Elle colle aux tropiques. Et enfin, la découverte la plus importante. Les gens du pays. Étonnant la façon dont ils s'accordent à ce paysage, à cette lumière, à cette odeur. Stupéfiant la manière dont l'être humain et son environnement vivent en symbiose, forment un ensemble indissociable et harmonieux. S'identifient l'un à l'autre. C'est incroyable le degré d'intégration de chaque race à son paysage, à son climat. C'est nous qui façonnons notre décor. Et c'est lui qui sculpte les traits de notre visage. Parmi ces palmiers, ces lianes, cette forêt vierge et cette jungle, l'homme blanc, comme une pièce rapportée. Bizarre,
discordante. Pâle, faible, la chemise trempée de sueur, les cheveux collés, sans cesse tourmentés par la soif, par un sentiment d'impuissance. Par le spleen. Il a constamment peur. Des moustiques, des amibes, des scorpions, des serpents. Tout ce qui bouge l'effraie, le terrorise, le panique. Avec leur force, leur charme et leur endurance, les gens du pays se déplacent naturellement, librement, à une cadence fixée par le climat et la tradition, à un rythme régulier, un peu ralenti, nonchalant, puisque de toute façon on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie et qu'il faut en laisser pour tout le monde. Tenez, voici votre ébène. Bon, j'avoue, votre histoire m'a fait un peu voyager. Et pendant qu'il parlait, j'imaginais Raffaello et moi au beau milieu du Congo, les chemises pleines de sueur. Pas très glamour. Ah, vous entendez, il y a une autre cliente. Isabelle Eberhardt. Elle vient de 1899, elle a 22 ans. Elle est suisse, mais là, elle est en Algérie, un pays qui la passionne au point de vivre comme les locaux. Vous prendrez quoi, Madame Eberhardt? Un pays des sables. Ça marche, je vous prépare ça. Un pays des sables. Ma première arrivée à El Oued, il y a 2 ans, fut pour moi une révélation complète. De sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. Et ça continue. Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment. Je ne sais. Après la sieste, dans les jardins ombreux de l'oasis d'Ourmès, l'âme tout à l'attente, anxieuse, irraisonnée d'une vision que je pressentais devoir dépasser en splendeur tout ce que j'avais vu jusqu'alors, je repris avec mon petit convoi bédouin la route de l'Est. Sentier ardu, qui tantôt serpente dans les défilés fuyants des dunes, tantôt grimpe sur les arêtes aiguës, à d'invraisemblables altitudes, hasardeusement. C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique, quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. Du sommet de cette dune, on découvre toute la vallée d'El Oued, sur laquelle semblent se resserrer les vagues somnolentes du grand océan de sable gris. Jamais en aucune contrée de la terre, je n'avais vu le soir se parer d'aussi magique splendeur. Et voilà votre pays des sables. Bon, sérieusement, là, de vous à moi, il a quand même bien dû vous arriver une bonne grosse galère, non? Oui, c'était sur la fin de l'automne 1900, presque en hiver déjà. Je campais alors avec quelques bergers de la tribu des Rebaya, dans une région déserte entre toutes, au sud de Taïbet-Guéblia. Nous avions un troupeau de chèvres assez nombreux. Nous vivions sous une grande tente basse en poil de chèvre que nous avions dressée dans une petite vallée entre les dunes. Cependant, une nuit que nous dormions sous notre tente, roulés dans nos burnous, un vent du sud violent s'éleva et souffla bientôt en tempête, soulevant des nuages de sable. Le troupeau bêlant et rusé réussit à se tasser, si près de la tente que nous entendions la respiration des chèvres. Il y en eut même quelques-unes qui pénétrèrent dans notre logis et qui s'y installèrent malgré nous. Tout à coup, une rafale plus violente avait chaviré notre tente, nous ensevelissant sous ses ruines. Il fallut sortir, ramper à plat ventre, péniblement dans la nuit noire où le vent froid faisait fureur. Impossible ni de remonter la tente dans l'obscurité, ni d'allumer notre petite lanterne. Il pouvait être 3 heures déjà, et nous préférâmes nous coucher à la belle étoile en attendant le jour. Le vent avait cessé presque tout à fait. Ali était occupé à allumer un grand feu de broussailles. Nous nous assîmes tous autour du bienfaisant brasier, transi et courbaturé. Seul Ali conservait sa bonne humeur habituelle, nous plaisantant sur nos airs de déterrés. Le jour se leva, limpide et calme. Sur le désert où la tourmente de la nuit avait laissé une infinité de petits sillons gris, comme les rides d'une tempête sur le sable.
l'idée me vint d'aller faire un temps de galop dans la plaine qui s'étendait. Je me retournai et je vis que j'étais très loin déjà des dunes. Peu à peu, le ciel s'était de nouveau couvert de nuages. Je remarquai bientôt que mes traces disparaissaient très vite. Après 1 heure, je commençais à être étonnée de ne pas être encore arrivée au camp. Je remontais bien vers l'ouest. Je finis par m'arrêter, comprenant que j'avais fait fausse route et que j'avais dû dépasser le campement. Mais je demeurais perplexe. Où fallait-il me diriger ? En effet, je ne pouvais pas savoir si je me trouvais au-dessus ou au-dessous de la route. Je risquais donc de m'égarer définitivement. Cependant, je me décidai à prendre résolument la direction du nord, la moins dangereuse dans tous les cas. Mais là encore, je n'aboutis à rien. Alors je redescendis vers le sud. Il était 3 heures après-midi déjà, et ma mésaventure ne m'amusait plus. Je n'avais qu'un pain arabe dans le capuchon de mon burnous et une bouteille de café froid. Craignant d'être prise par la nuit dans un endroit stérile où mon cheval, déjà privé d'eau, ne trouverait même pas d'herbe, je me mis à la recherche d'une vallée commode pour passer la nuit. Au milieu d'un espace découvert, je trouvais un tas de cendres. Des chasseurs avaient dû passer la nuit là. Peut-être reviendraient-ils. Soudain, j'entendis une voix. J'éprouvais une joie immense à trouver en ces nomades des confrères. Subhanallah, 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 yitma, ya yitma, al-milad istil-yadin usamnad. Subhanallah, 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 yitma, ya yitma, al-milad istil-yadin usamnad. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits venus de tous les pays et de toutes les époques. Et donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, moi je suis Syrah, je suis la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Il y a Isabelle Eberhardt qui vient de repartir, et il y a Richard Kapuscinski qui est toujours avec moi. Un petit mot ? Les Africains perçoivent le temps autrement. Pour eux, le temps est une catégorie plus lâche, ouverte, élastique et même subjective. C'est l'être humain qui influe sur la formation du temps. Le temps est même une chose que l'être humain peut créer, car l'existence du temps s'exprime entre autres à travers un événement. En Afrique, le temps est un être passif, et surtout dépendant de l'être humain. C'est tout à fait l'inverse de la pensée européenne. C'est comme on dit, tous les blancs ont une montre, mais n'ont jamais le temps. Ah, il y a un nouveau client, je vais aller m'en occuper. En tout cas, monsieur Kapuscinski, merci d'être venu et d'avoir exposé votre point de vue. En fait, au fond, quand Raffaello parlait de ses voyages, je le trouvais un peu... Colonialiste ? Ouais, un petit peu. Il parlait toujours des qualités, des locaux, tout en prenant grand soin de ne pas se mélanger avec eux. Voyez-vous, Ah, excusez-moi, je vois que mon nouveau client m'appelle. Oui ? tout l'ésotérisme philosophique des pays orientaux, confrontés à la vie réelle, se révélait être un sous-produit de l'inquiétude, de la névrose et de l'égarement de l'opportunisme occidental. Autrement dit, de la crise de principe du capitalisme. Mais ça, c'est Pablo Neruda. Ah, je suis contente de vous revoir. Là, il vient du Chili en 1973. Il a 69 ans, il souffre actuellement d'un cancer de la prostate qui va bientôt l'emporter définitivement. Il est en train d'écrire sur son voyage de jeunesse aux Indes, dans les années 20, exactement. Vous boirez quoi, monsieur Neruda ? Une solitude lumineuse. Ça marche, une solitude lumineuse. Je vous prépare ça. Mais dites, vous pouvez nous parler un peu de votre pays, le Chili ? Durant les jours et les années de mon enfance, le seul personnage que je n'ai pu oublier fut la pluie. La grande pluie australe tombe du pôle comme une cataracte
depuis le Cap Horn jusqu'à la frontière. Sur cette frontière, par ouest de ma patrie, je naquis à la vie, à la terre, à la poésie et à la pluie. Yes. Et le fait d'être chilien, ça vous donne aussi un regard différent de celui des Occidentaux bien pensants. J'ai été un homme trop simple. C'est mon honneur et ma honte. J'ai accompagné la farandole de mes compagnons et j'ai envié leur brillant plumage, leurs attitudes sataniques, leurs cocottes en papier, et même ces vaches qui, mystérieusement, ont peut-être quelque chose à voir avec la littérature. De toute manière, il me semble que je ne suis pas né pour condamner, mais pour aimer. Même les divisionnistes qui m'attaquent, ceux qui se groupent en masse pour m'arracher les yeux et qui avant se nourrissaient de ma poésie, méritent pour le moins mon silence. C'est bien dit. Je n'ai jamais eu peur de me contaminer en pénétrant dans la foule, même de mes ennemis, car les seuls ennemis que j'ai sont les ennemis de mon peuple. Alors vous avez une sacrée belle folie, quoi. Oh, la folie. Une certaine folie s'avance très souvent, bras dessus, bras dessous, avec la poésie. De la même façon qu'il en coûterait beaucoup aux gens raisonnables d'être poètes, il en coûte beaucoup peut-être aux poètes d'être raisonnables. Alors, pourquoi vous avez quitté le Chili? En ces années 20, Où vous aviez 23 ans? un prix littéraire d'étudiant et la popularité relative de mes nouveaux livres m'avaient assuré, au-delà des cercles artistiques, une petite auréole de respectabilité. Mais la vie culturelle de nos pays dépendait exclusivement de l'Europe. À de rares exceptions près, et d'ailleurs héroïques. Dans chacune de nos républiques sévissait une élite cosmopolite, et les écrivains de l'oligarchie vivaient, eux, à Paris. Mais vous vouliez connaître Paris, mais vous vous êtes retrouvé en Inde. Vous pouvez pas m'expliquer un peu comment vous en êtes arrivé ici? Enfin, là-bas? Un ami me recommanda à un chef du cabinet du ministère des Affaires étrangères. Je fus reçu immédiatement, il connaissait mes poèmes. Je connais aussi vos aspirations. Asseyez-vous dans ce fauteuil, il est confortable. D'ici, on a une vue unique sur la place. Surtout le cirque de la place. Regardez ces automobiles. Tout n'est que vanité. Heureux jeune homme qui avait la chance d'être poète. Aimez-vous Tchaïkovski? Après 1 heure de conversation artistique, en me tendant la main pour me prendre congé, il me dit: Vous pouvez dès maintenant vous considérer comme désigné pour un poste à l'étranger. Durant 2 ans, je revins périodiquement au cabinet du chef de la diplomatie, si prévenant, et même chaque fois plus empressé. Dès qu'il me voyait arriver, il appelait d'un ton sec un de ses secrétaires. Je ne suis ici pour personne. Laissez-moi oublier la prose quotidienne. Le seul moment de spiritualité dans ce ministère, c'est la visite du poète. Dieu veuille qu'il ne nous abandonne jamais. Je suis sûr que ses paroles étaient sincères. Tout de suite après, il me parlait intarissablement de chiens de chasse. Qui n'aime pas les chiens n'aime pas les enfants. De là, il passait au roman anglais, puis à l'anthropologie et au spiritisme, et un peu plus avant s'attardait sur les questions d'héraldique et de généalogie. Cette situation dura jusqu'au jour où je rencontrai mon ami Bianchi. Les Bianchi du Chili forment un noble clan. Peintres et musiciens populaires, juristes, écrivains, explorateurs, alpinistes. Ils ont en commun leur inquiétude et leur compréhension rapide des problèmes et des gens. Mon ami, qui avait été ambassadeur et connaissait les secrets ministériels, me demanda: On ne t'a pas encore nommé? Ben, je vais recevoir ma nomination d'un moment à l'autre. Je tiens un haut protecteur des arts qui travaille au ministère. Allons plutôt voir le ministre. Il me prit par le bras et nous gravîmes le perron de marbre. Huissiers et employés s'écartaient avec empressement sur notre passage. J'étais si étonné que je ne pouvais plus dire un mot. Je voyais un ministre des Affaires étrangères. Celui-ci était tout petit et pour atténuer ce défaut, s'assit d'un bond sur le bureau. Le ministre appuya sur une des nombreuses sonneries qui l'entouraient et au comble de la confusion, je vis apparaître mon protecteur spirituel. Le ministre demanda: Quelles sont les villes disponibles? L'élégant fonctionnaire, qui maintenant ne pouvait plus parler de Tchaïkovski, mentionna les noms de plusieurs villes disséminées de par le monde. Johannesburg, Brazzaville, Rangoon. Je réussis à saisir au vol celui-ci que je n'avais jamais entendu, ni vu, ni lu, ni
ni écrit auparavant. Où voulez-vous aller, Pablo? À Rangoon. Et vous voilà parti pour les Indes. Et je vois que vous avez eu une fascination pour les Bouddhas. Les Bouddhas. Partout. Les statues de Bouddha. De l'or de Bouddha. Les statues sévères. Verticales. Vermoulues. Avec une dorure qui leur communique un éclat animal et un écaillement extérieur qui donne à croire que l'air les détériore. Sur leurs joues, sur les plis de leur tunique et sur leurs coudes, leur nombril, leur bouche, leur sourire, jaillissent des petites macules, champignons, porosités, traînées excrémentielles de la forêt. Et voici aussi les gisants. Oh, les énormes gisants. Les statues de 40 mètres de pied de granit gréseux, pâles, étendues parmi les feuillages sonores, inattendus. Surgissant de quelques recoins de la forêt. Endormies ou non, elles sont ici depuis 100 ans, depuis 1000 ans, depuis 1000 fois 1000 ans. En fait, je vous écoute, mais j'ai carrément oublié de vous servir à boire, désolé. Tenez, une solitude lumineuse. Et ce nom vient d'ailleurs de cette époque, non? J'ai lu dans quelques essais sur ma poésie que mon séjour en Extrême-Orient influence certains aspects de mon œuvre. Mais vous en avez pas l'air vraiment convaincu. Il n'y avait pas alors en Inde beaucoup d'endroits pour la contemplation profonde de son nombril. Des exigences matérielles brutales, une condition coloniale cimentée dans l'abjection la plus totale, des milliers de morts chaque jour à cause du choléra, de la variole, des fièvres et de la faim, des organisations féodales déséquilibrées par la surpopulation et la pauvreté industrielle, marquaient la vie d'une grande férocité qui éliminait les reflets mystiques. Le plus souvent, les noyaux théosophiques étaient dirigés par des aventuriers occidentaux. On y revient. Il est indéniable qu'il y avait dans le rang des gens de bonne foi, mais la plupart exploitaient un marché modeste, où l'on vendait en gros des amulettes et des fétiches exotiques enveloppés dans une fanfreluche métaphysique. Ces gens ne juraient que par le dharma et le yoga. La gymnastique religieuse imprégnée de vide et de bavardage les ravissait. Pour ces raisons, l'Orient m'impressionna en tant que grande famille humaine infortunée, mais je ne réservais aucune place dans ma conscience à ces rites et à ces dieux. Je ne crois donc pas que ma poésie d'alors ait reflété autre chose que la solitude d'un étranger transplanté dans un monde étrange et violent. Je revois l'un de ces touristes de l'occultisme, prêcheur et végétarien. C'était un petit bonhomme entre deux âges, sans un cheveu sur son crâne brillant, avec des yeux bleus très clairs, pénétrants et cyniques. Un nommé Powers. Il venait de Californie, professait le bouddhisme et terminait immanquablement ses conférences par le conseil diététique suivant. Et comme le disait Rockefeller, nourrissez-vous chaque jour d'une orange! Après ces conférences, nous allions dévorer ensemble d'énormes portions d'agneau grillé aux oignons. Ah, c'était un bouddhiste militant. Powers s'éprit bientôt d'une métisse, séduite par son smoking et ses théories, une jeune fille anémique, au regard dolent qui le prenait pour un dieu, un Bouddha vivant. Les religions commencent toujours ainsi. Quelques mois passèrent, et il vint un jour me chercher pour que j'assiste à un nouveau mariage qu'il m'annonça. Sur sa motocyclette, prêtée par une maison de commerce pour laquelle il vendait des réfrigérateurs, nous laissâmes rapidement derrière nous forêts, rizières et monastères, et nous arrivâmes enfin à un hameau de construction chinoise et habité par des Chinois. Ceux-ci accueillirent Powers avec des fusées, de la musique. La jeune fiancée demeurait assise, maquillée de blanc comme une idole, sur une chaise plus haute que les autres. À aucun moment, Powers et sa nouvelle épouse ne s'adressèrent la parole. Nous rentrâmes à la ville. Powers m'expliqua que selon ce rite, seule la fiancée se mariait.
Les cérémonies allaient se poursuivre sans que sa présence à lui fût nécessaire. Plus tard, il reviendrait vivre avec elle. Vous vous rendez compte que vous êtes en pleine polygamie? Ma femme le sait. Elle sera très contente. Il y avait dans son affirmation autant de vérité que dans son conseil diététique. Une fois arrivé chez lui, au domicile de sa première femme, nous trouvâmes celle-ci en train d'agoniser près d'une tasse de poison et d'une lettre d'adieu posée sur le guéridon. J'assistais Powers, bien qu'une certaine répulsion commençât à nous séparer, car il souffrait de toute évidence. Son cynisme intérieur s'était effrité. Putain, mais c'est horrible. Quand vous parlez, vous donnez l'impression en fait que les locaux et les occidentaux vivaient dans deux mondes bien distincts. Ces deux mondes ne frayaient point ensemble. Les natifs ne pouvaient pas entrer dans les lieux destinés aux Anglais. Et les Anglais vivaient à l'écart de la vibration du pays. Une telle situation me valut des problèmes. Mes amis britanniques me virent dans un véhicule baptisé Gary, une voiturette spécialisée dans le rendez-vous galant éphémère. Et ils me firent aimablement remarquer qu'un consul ne devait en aucun cas recourir à ce genre de transport. Ils me sommèrent aussi de ne pas m'asseoir dans un restaurant iranien, un endroit pourtant plein de vie et où je prenais le meilleur thé du monde dans de petites tasses transparentes. Ce furent là leurs dernières semonces. Après cela, ils cessèrent de me saluer. Et ça vous a atteint? Leur boycottage me rendit heureux. Ces Européens pleins de préjugés n'étaient pas très intéressants à mon goût. Yes, I. Et puis, je n'étais pas venu en Orient pour vivre avec des colonisateurs de passage, mais avec les héritiers de ce monde ancien, avec cette grande et infortunée famille humaine. Mais alors, du coup, vers qui vous êtes-vous retourné? Entre les Anglais tous les soirs en smoking et les Hindous inaccessibles en leur fabuleuse immensité, je ne pouvais choisir que la solitude. C'est pourquoi cette époque a été la plus solitaire de ma vie. Mais je la revois aussi comme la plus lumineuse. Comme si un éclair d'une brillance extraordinaire s'était arrêté à ma fenêtre pour embraser intérieurement et extérieurement mon destin. Et vous savez quoi? Et moi aussi, c'est pareil. Désolée de revenir à mes petites histoires, mais moi aussi, je me suis fait boycotter. Je me suis fait larguer par un colonisateur de passage, avec qui j'aurais très certainement détesté voyager. Je me retrouve seule. Et bien, tout compte fait, cette solitude, elle sera peut-être aussi lumineuse pour moi. Sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au Café de la Page, le bar rempli par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et moi, je suis Syrah, je suis la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Donc il y a Pablo Neruda et Richard Kapuscinski qui sont partis. Et en fait, à la place, j'ai face à moi une drôle de personne. Depuis tout à l'heure, elle est en train de me fixer sans rien dire. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait prendre. Elle m'a mis un vent. Et sur le registre, je regarde, il n'y a pas de nom d'auteur. Il est juste écrit « Un peu tout le monde en Turquie vers le XIIIe siècle, colportant les histoires de Nasreddin Hoxha ». Nasreddin Hoxha, c'était une sorte de savant fou qui était sage. Ça y est, elle se m'a parlé. Et on aimait bien l'ennuyer, Nasreddin, avec des questions bizarres ou des choses... On avait besoin de ces savants conseils. Et un jour, on lui demande... Nasreddin, toi qui connais tout, des mystères de la vie, des sciences, est-ce que tu peux nous dire quel est le plus utile du soleil ou de la lune ? La lune, sans aucun doute. Elle éclaire quand il fait nuit, alors que ce stupide soleil, lui, éclaire quand il fait jour. Visiblement, Nasreddin Hoxha traverse le pays sur son âne, parfois accompagné de sa femme. Cette année-là, il y avait eu une terrible sécheresse. Et suite à cette sécheresse, évidemment, est arrivée la famine. Alors sa femme, un jour, dit à Nasreddin, « Toute la ville te tient pour un homme de paix. Peux-tu aller sur la place et réunir tout le monde afin de convaincre les riches de donner à manger aux pauvres ?» Pour une fois, c'est une très bonne idée, ça. Je vais essayer. Et Nasreddin, il va sur la place du village, il réunit tout le monde, alors les vieux, des moins vieux, qui sont assis là et qui commentent un peu tout ce qui se passe. Alors il
il réunit tout ce petit monde-là, et puis il revient parler à sa femme. Alors, t'as réussi? Ce n'était pas une mission facile. J'ai réussi à moitié. Comment ça, à moitié? J'ai réussi à convaincre au moins les pauvres. Pas mal. Moi non plus, j'ai pas su convaincre les riches. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dois continuer à trimer ici. Donc vous êtes sur Radio Libertaire, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et moi je suis Syrah, je suis la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Et malheureusement, nous allons bientôt clore la dernière émission de l'été. Avant ça, je vais remercier notre invitée du jour, Caroline Mangin. Merci à toi. Avant de partir, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, ton actualité, où c'est qu'on peut te retrouver? Déjà, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli dans cette émission que j'aime beaucoup, que je suis d'ailleurs. Je connais presque tous les épisodes, y compris quand c'était les spectacles au bar. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu incarner des auteurs, de faire une petite histoire de Nasreddin. Je m'appelle donc Caroline Mangin. Moi, j'ai eu un parcours pluridisciplinaire dans les arts vivants. Je suis passée par la danse, la musique, le théâtre, le conte. D'ailleurs, dans mes spectacles de contes et chants du monde, j'intégrais pas mal d'histoires de Nasreddin. Voilà, et donc je viens de créer une association, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Et cette association s'appelle la Compagnie du Nez qui bouge. Alors pourquoi le nez qui bouge? Parce que c'est grâce à ce nez, qui est le plus petit masque du monde, le nez du clown, que j'ai bougé, moi j'ai avancé, j'ai évolué, et maintenant j'ai envie de transmettre ça. Voilà, donc c'est sur le blog du Café de la Page.com Pour retrouver toutes les informations. que vous trouverez les liens qui vous mèneront à mon blog, le blog donc de la Compagnie du Nez qui bouge. Et là, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y abonner, recevoir toutes les infos à venir. J'ai également une page sur Facebook, Caroline Mangin, Clown Contact. Voilà. Et ben voilà, c'est donc merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de participer à cette chouette émission. Merci beaucoup à toi, Caroline Mangin. Non. On va fermer, désolé. Un fou du carnaval. Oh, c'est qui ça? Joseph Kessel. Bon, il semble qu'il veuille nous raconter la dernière histoire du jour. À Casablanca. Les masques et les oripeaux du carnaval semaient des taches éclatantes à la surface d'une foule qui portait son coloris de tous les jours. Soudain, il y eut comme un flottement, un déplacement de l'attention. Les regards quittèrent le cortège et ses burlesques pour se porter plus haut vers le grand ciel. Un avion était au ras des toitures, piqué plus bas. La foule épouvantée n'avait pas encore compris le sens de l'événement que l'appareil tombait de nouveau sur elle. Marcel Rennes avait su résister au désir de s'amuser. Attendez, vous avez dit Marcel Rennes, l'aviateur? Monsieur Kessel, pour raconter cette histoire, il faudra revenir. La prochaine émission de la table des écrivains voyageurs sera consacrée aux aviateurs. Ce sera pas la semaine prochaine, mais ce sera... Attendez, j'ai écrit sur mon portable, je regarde. Oh. Syrah, pourquoi tu t'arrêtes de parler là? Mais c'est un truc de ouf, j'hallucine. J'ai reçu un texto de Raffaello, ça dit... Regarde, j'ai fait une connerie, oublie ton travail, je t'envoie un billet d'avion pour que tu puisses me rejoindre. Ah ouais, non, d'accord, mais il faut finir l'émission, là, on en parle après. Ouais, t'as raison, ok. On y va, ok. Donc, chers auditeurs, à partir du mois d'octobre, au Café de la Page revient tous les premiers dimanches du mois à 14h, ok? Tous les premiers dimanches du mois à 14h, à partir d'octobre, il y a au Café de la Page. Oui, Internet, entre-temps, mais vous nous retrouverez sur le site www.aucafedelapage.com. C'est un truc de... C'est incroyable ça. Ouais. Tu vas faire quoi? T'es malade ou quoi? Mais t'es malade, c'est bon, un coup je viens pas. Enfin, faut arrêter de jouer avec les gens comme ça, hein. Je suis pas une marionnette.
même temps, j'avoue que... En même temps quoi? Mais à la fois, j'ai trop envie d'y aller. Let the beer music be wine, 'cause it's unser Fine. It's unser time. It's unser